marche. Mais bonjour à tous. On est vraiment ravis de pouvoir vous présenter un énième webinaire sur les jeunes aidants. Donc, ça s'est construit toujours de la même façon parce que c'est la façon qui nous semble la plus pertinente, avec une présentation de la recherche en cours qui sera présentée par Pauline Justin, que je remercie d'être avec nous ce matin. Et ensuite, il y aura donc un temps de questions. Et après, je prendrai la parole, je prendrai la suite pour présenter donc l'association nationale JAD et les dispositifs de terrain qui sont aujourd'hui déployés en France pour le public des jeunes aidants. Donc, ce que je vais vous demander, c'est tous de couper votre micro et je vais laisser la parole à Pauline. Merci beaucoup Camille. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Pauline, est-ce que tu pourrais me donner l'autorisation de partager mon écran, s'il te plaît? Donc, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous présenter un peu, finalement, peut-être que vous n'êtes pas toutes et tous familières avec ou familiers avec le mot jeune aidant. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont leurs caractéristiques? Et donc, l'idée, c'est d'aller assez rapidement sur cette partie-là, mais plus un petit peu de vous donner quelques informations sur ces jeunes. Pour vous aider aussi à les identifier dans vos structures ou sur vos territoires respectifs, et puis de vous donner quelques petites informations sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France de la recherche sur ce public, et puis nos études en cours si vous avez envie d'y participer. Normalement, Alors, c'est bon. Dis-moi si c'est OK. ouais, normalement c'est bon, il faut juste que je mette la main sur mon PowerPoint, ce qui Super. touc touc touc, il est là. Alors, je vais le mettre en plein écran et normalement, a priori, hop. Euh, non, là, vous voyez pas la bonne chose. Il faut juste que je bascule. Et a priori, c'est bon. C'est OK. parfait. Donc, du coup, moi, je suis Pauline Justin et donc ce PowerPoint a été réalisé avec deux de mes collègues, donc Géraldine Dorard et Aurélien Tess, qui sont toutes les deux enseignantes chercheuses à l'université Paris-Cité. Et donc, on porte ensemble l'équipe de recherche GED, donc recherche sur les jeunes aidants. Et donc l'idée, voilà, ce que je disais, c'est de regarder un petit peu ensemble la reconnaissance, l'identification et puis surtout l'état d'avancement de la recherche sur cette population. Et donc, je vais commencer cette présentation, déjà définir ce que c'est qu'un jeune aidant. On a défini finalement cette population sur la base de plusieurs définitions existantes. Mais finalement, aujourd'hui, on pourrait dire qu'un jeune aidant, mais c'est un enfant ou un adolescent qui va apporter régulièrement des soins, de l'assistance ou du soutien à un proche qui va être en situation de handicap, qui a une maladie chronique ou un problème de santé mentale ou tout autre problème de santé qui va être associé à un besoin de soins, de soutien ou de supervision. Donc, vous voyez, ça englobe quand même un certain nombre de personnes et de situations. Et donc, si la définition officielle se concentre sur les enfants ou adolescents, on va plutôt utiliser le terme de jeunes adultes aidants pour définir les jeunes de 18 à 25 ans. Et puis, au-delà de 25 ans, on devient finalement aidant adulte. Donc, ces jeunes, finalement, ils aident en effet une personne qui va avoir besoin d'aide, mais généralement, ce qu'on retrouve dans la littérature et dans les situations les plus fréquentes, c'est que finalement, ces jeunes, ils vont majoritairement aider un parent, un père, une mère, mais aussi un frère ou une sœur. Et puis, dans plusieurs situations, ils peuvent également aider un grand-parent. Et dans d'autres, ils peuvent également être amenés à aider un autre membre de la famille plus élargi, des fois des amis, des voisins ou d'autres personnes dans l'entourage autre que familiale. Et ce qu'on retrouve également dans les situations et dans la littérature, c'est que finalement, ces jeunes, ils peuvent aider très tôt dans leur enfance. Et la littérature montre que finalement, ces jeunes, dès l'âge de 5 ans, donc vraiment des tout petits, peuvent apporter de l'aide. Donc évidemment, l'aide va être différente selon les âges, pardon, et on va revenir sur ce point. Mais finalement, très jeunes, les enfants peuvent apporter de l'aide, ne serait-ce que par une parole attentive ou par du soutien émotionnel ou en se faisant très discret. Mais finalement, on constate que l'aide peut apparaître très très tôt. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi identifier ces situations, même si instinctivement comme ça, on pourrait ne pas y penser.
Donc justement, sur l'aide que ces jeunes apportent, on se rend compte qu'il y a vraiment une grande diversité d'aides. Finalement, ces jeunes, ils vont apporter de l'aide majoritairement dans la vie quotidienne, vu que ça correspond aux besoins du proche ayant un problème de santé. Et donc, ces jeunes, finalement, dans un premier temps, ils vont plutôt apporter de l'aide matérielle qui va s'organiser autour des tâches domestiques, de la gestion du domicile, mais également de la gestion administrative, les papiers, la sécurité sociale, les impôts, la MDPH, etc. Et puis, pour certains, en fonction de leur âge, peuvent aussi contribuer aux finances en apportant un soutien financier, en ayant un job étudiant, un job saisonnier pour participer aux finances du foyer. Ils peuvent également participer à la gestion de la fratrie. Euh, Pardon, je voyais un message, j'avais peur que mon PowerPoint ne se diffuse pas, mais si c'est bon. Donc, la gestion de la fratrie en aidant justement les frères et les sœurs, en allant les rechercher à l'école ou en s'occupant des devoirs. Ils participent aussi, ils peuvent participer également aux soins personnels, aux soins intimes, en accompagnant le proche aux toilettes, en changeant des protections intimes, des couches ou en faisant enfin, voilà, des soins plus globaux, la toilette également. Et donc, finalement, tout ça, on va essayer de les regrouper dans une catégorie qui s'adresse plutôt au registre instrumental. Et puis de l'autre côté, on va avoir tout ce qui concerne plutôt l'aide interpersonnelle, c'est-à-dire directement apportée aux proches en situation de maladie ou de handicap avec du soutien moral, le rebooster, l'encourager, le soutenir émotionnellement, être l'épaule et l'oreille attentive. Et donc tout ça, ça va plutôt concerner le registre ici émotionnel. Mais ce qu'il y a à retenir finalement dans ce diaporama, c'est que globalement, les jeunes aidants, et ce, peu importe leur âge, ils aident finalement comme des aidants adultes. Ils vont être amenés à effectuer le même type de tâches qu'un aidant adulte peut apporter à son proche en situation de maladie ou de handicap. Mais ce qu'il y a à retenir ici, c'est que bien évidemment, tous les jeunes ne vont pas spécifiquement être aidants. C'est pas parce qu'on est confronté à la maladie d'un proche qu'on est aidant, même si ça peut concerner un certain nombre de jeunes. Et donc ici, pour essayer de savoir et de déterminer si un jeune est aidant, nous, on utilise un continuum de l'aide. C'est-à-dire que ici, au niveau du continuum, vous allez avoir des jeunes qui vont être confrontés à la maladie ou au handicap et qui vont avoir un faible niveau d'aide et de responsabilité. Et puis d'autres, et ça peut aussi évoluer selon l'évolution de la maladie ou du temps ou de l'avancée en âge du jeune, et qui peuvent aussi avoir un très haut niveau d'aide et de responsabilité. Et donc, finalement, ce continuum de l'aide, il va dépendre selon plusieurs critères, plusieurs facteurs, notamment la quantité d'aide, la régularité de l'aide. Je vous le disais tout à l'heure, c'est des enfants qui doivent apporter de l'aide de façon régulière. C'est également la complexité de l'aide, le temps consacré en fonction du nombre d'heures passées par jour, par semaine à aider notre proche malade. La confrontation aussi à l'intimité du proche aidé et la durée en termes de temps dédié à cette aide. Et donc pour les jeunes justement qui vont faiblement contribuer à ces responsabilités, globalement, c'est finalement tout ce que les enfants adolescents font au quotidien en fonction de l'organisation familiale. Donc ici, ça va être plutôt des activités de routine. Donc c'est de l'aide dans les activités instrumentales de tous les jours, enfin, de mettre la table, de vider le lave-vaisselle. C'est globalement ce qu'on pourrait attendre d'un jeune sans pour autant que ça ait des impacts sur son quotidien et sur sa santé. Et ici, on va considérer que c'est des aides qui sont appropriées au regard et de la culture du jeune. Et puis, en fonction justement de la quantité, de la régularité, etc., on va se retrouver dans des situations où le jeune va apporter de l'aide considérable, de façon quotidienne, significative, où là, pour le coup, ça sera totalement inapproprié au regard de son âge et de sa culture. Et finalement, ici, de ce côté du continuum, on va plutôt considérer que ces jeunes, en effet, sont des jeunes aidants. Dans le sens également où finalement, en fonction de la fréquence et l'intensité de l'aide, ça va pas entraîner le même type de répercussions. Ce qui m'amène à ma slide suivante, justement, quels sont les effets de l'aidance? Parce que vous vous doutez bien que quand ça prend beaucoup de place, que quand c'est complexe, quand ça touche à la sphère intime du proche, ça peut engendrer un certain nombre de répercussions. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les jeunes qu'on rencontre, mais aussi dans la littérature, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de conséquences négatives. C'est que finalement ici, ça va venir
impacter la santé mentale du jeune, qui va avoir des ruminations, de l'anxiété, des angoisses, de la tristesse, de la dépression, voire des conséquences qui peuvent être plus intenses. Un impact sur la santé physique, des somatisations, on a mal au ventre, on se sent pas très bien, on angoisse, on dort pas très bien aussi parce que, pour tout un tas de raisons, ça peut impacter le sommeil. Enfin, des douleurs, des maux de tête, des douleurs aussi au dos quand on est amené à porter des charges lourdes, parce qu'on aide son, proche à se déplacer. Un impact sur le loisir et la vie sociale quand on participe plus forcément à notre vie sociale avec nos copains, copines, qu'on n'a plus forcément d'activités extrascolaires, mais ça va avoir un pas sur ces sphères également qui sont très importants pour le coup, pour les jeunes. Et puis ça peut aussi impacter la scolarité avec des retards, des absences, de la fatigue, donc forcément une baisse de concentration, en classe et puis un impact direct sur, les résultats scolaires et puis progressivement également sur, l'orientation professionnelle, les opportunités professionnelles, et avec un risque également de déscolarisation. Donc justement sur la sphère scolaire, on a, un certain nombre d'impacts où pour le coup les professionnels de l'éducation peuvent aussi repérer ces situations et s'interroger un petit peu sur ce que le vit le jeune à la maison qui pourrait expliquer des retentissements sur la scolarité. Mais fort heureusement, cette situation, elle n'entraîne pas que des répercussions négatives, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conséquences positives. Dans le sens où on constate chez certains jeunes qu'ils peuvent ressentir un espèce de sentiment de fierté, d'accomplissement, finalement, de réaliser ce type de responsabilité, d'être intégré dans la maladie, dans la famille. C'est aussi des stratégies d'adaptation, ça peut être des stratégies d'adaptation, justement, des jeunes qui vont s'estimer être plus matures, d'avoir justement ces responsabilités qu'ils vont pas considérer comme du fardeau, mais plutôt comme des responsabilités pour certains. Et puis on constate également qu'il va y avoir une espèce de lien qui va être renforcé, qui va être beaucoup plus fort entre, le jeune et le proche aidé. Mais toutefois, on constate que souvent ces jeunes, ils ont plutôt tendance à développer ces conséquences positives quand ils sont soutenus, quand ils sont reconnus dans leur mission, dans les tâches qu'ils effectuent au quotidien. Et donc, d'où l'importance justement de pouvoir les reconnaître comme étant des jeunes aidants, de nommer finalement les responsabilités qu'ils ont au quotidien et de pouvoir également les soutenir, leur apporter du soutien, que ça soit au sein de la sphère familiale, mais aussi au sein, des structures de l'école ou des associations ou autres structures de soins. Pour justement éviter qu'ils tombent dans les répercussions négatives et que justement ils tirent le meilleur de cette expérience ou de cette situation. Et donc justement, où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui en termes de reconnaissance, en termes de soutien? Parce que pour reconnaître les jeunes, il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance un petit peu plus, globale. Donc il faut savoir que, en France, ça fait 10 ans qu'on s'intéresse finalement de façon, concrète, officielle à la question des jeunes aidants. Donc, ça a commencé en 2014 avec, les ateliers cinéma répit qui ont émergé en Essonne, dont, Camille, parlera tout à l'heure. En 2016, la création officielle de l'association nationale Jeunes aidants ensemble. Et puis, nous, on est arrivé un petit peu plus tard sur la sphère recherche avec, en 2017, les premiers projets de recherche pour déjà estimer une sorte de prévalence de combien de jeunes sont confrontés à cette situation en France. Et puis en 2019, il y a eu le 1er colloque français sur les jeunes aidants. Je vous en parlerai juste après, mais on en est aujourd'hui à notre troisième. Et puis en parallèle, il y a également eu la stratégie nationale Agir pour les aidants qui est sortie. Et de la même manière, aujourd'hui, on en est à la deuxième. Donc je vous ai mis une petite illustration de cette première stratégie nationale où finalement il y avait la priorité numéro 6 qui était concrètement écrite, qui était d'épauler les jeunes aidants. Donc ça a été une très grande fierté en 2019 de voir que ça y est, c'était officiel, on nommait les jeunes aidants au sein du gouvernement. Mais finalement, quand on compare, donc vous voyez, ça fait que 10 ans qu'on s'intéresse à la question, de façon, concrète, en comparaison avec d'autres pays. C'est-à-dire que la France aujourd'hui, elle est, un peu en retard en comparaison à d'autres pays, mais on se situe, pas trop mal non plus. C'est-à-dire que, en 2017, il y a, 2 chercheurs, hein, donc Agnès Leu qui est suisse et Saul Baker qui est, britannique, qui sont les pionniers en matière de recherche, des jeunes aidants,
réaliser une classification de tous les pays, en tout cas de la grande majorité des pays dans le monde, sur leur état et leur niveau d'avancement par rapport à la question des jeunes aidants. Donc pour ça et pour réaliser ce classement, ils se sont appuyés des politiques publiques qui existaient dans le pays, la recherche scientifique et puis aussi les services qui étaient proposés pour la population de jeunes aidants. Donc en 2017, on était situé à un niveau numéro 6 sur 7, donc en éveil. Le premier pas, on se réveillait globalement, donc en même temps que la Grèce, la Finlande et les Émirats arabes. Et puis, heureusement, on a avancé depuis 10 ans, c'est-à-dire que en 2022, donc il y a 2 ans, il y a une nouvelle classification qui a été réalisée et donc on est monté un step au-dessus au palier émergent. Donc on se bouge un petit peu plus sur la question des jeunes aidants et donc là, on espère à la prochaine classification passer l'étape numéro 4 préliminaire et pour ça, pour le coup, on compte sur vous en termes de services proposés sur les jeunes aidants et donc on vous remercie aussi d'être présent aujourd'hui à ce webinaire. Mais donc pour ça justement, on contribue de façon, assez massive depuis quelques années sur, l'état de l'avancement avec un premier objectif qui est de sensibiliser la population sur la question, des jeunes aidants. Donc notamment les professionnels à travers, des études, mais également à travers un guide de sensibilisation qui a été, coporté par notre équipe, notre laboratoire et puis l'association nationale JADE. Donc il est sorti, vous pouvez, l'avoir en accès, libre sur internet gratuitement et en version papier également, qui est un guide de sensibilisation pour les professionnels de l'éducation, dont on est particulièrement fiers. Je vous disais tout à l'heure, il y a eu une deuxième stratégie nationale Agir pour les aidants qui est sortie en 2023. Et puis, je vous ai également mis l'année dernière, qui est sorti le site du gouvernement de l'enseignement supérieur, Être étudiant aidant, avec des actions qui sont à destination du public d'étudiants aidants. Et donc aujourd'hui, quand on est étudiant, on peut avoir accès à certaines aides et certains dispositifs. Et puis également, au niveau de la société, je vous disais qu'on en était à notre troisième colloque, donc qui a eu lieu le 10 octobre dernier, donc il y a un peu plus d'un mois, sur justement la question des jeunes aidants. Donc notre troisième colloque sur les jeunes aidants. Donc vous voyez que les choses avancent et donc on espère que dans quelques années, on pourra vous présenter d'autres slides et d'autres avancées en termes de sensibilisation de la population. Mais donc pour ça, forcément, ça demande de réaliser des recherches, de pouvoir présenter justement du contenu pour élaborer un colloque, un guide de sensibilisation ou des stratégies nationales en collaboration avec le gouvernement. Et donc pour ça, justement, l'idée était de vous proposer et de vous présenter quelques projets de recherche, quelques résultats de la recherche en quelques minutes qui sont menés justement par des membres de notre équipe. Donc pour ça, on a créé le dispositif, l'équipe de recherche GED avec plusieurs objectifs. Un premier qui était déjà d'identifier les jeunes aidants en France. Combien sont-ils? Quelles sont, leurs caractéristiques? D'étudier les facteurs protecteurs et de vulnérabilité pour justement, savoir les détecter et puis les soutenir. Caractériser leurs difficultés pour justement pouvoir développer et évaluer des interventions visant à les soutenir. Et donc, aujourd'hui, on en est à un certain nombre de projets de recherche comme en témoigne cette slide. Donc, on a commencé en 2017-2018 avec l'évaluation justement des ateliers cinéma-répit de l'Association nationale JADE pour les jeunes aidants. Et puis, des premiers projets de recherche, notamment à Docker pour savoir combien de jeunes aidants il y avait au sein du lycée. Des études sur les professionnels, notamment de l'éducation et de la santé. Et ainsi de suite pour aujourd'hui venir... regarder et évaluer des choses un peu plus fines en termes d'aide et de vécu en lien, avec l'aide. Et donc, dans cette présentation, je voulais, me concentrer sur, finalement des résultats en termes de prévalence qui potentiellement pourraient, vous intéresser ou attirer votre attention. Et donc vous présenter brièvement, les résultats de 3 de nos études, l'étude ELIAS, l'étude ADOCARE et l'étude CampusCare, qui ont justement évalué la prévalence des jeunes aidants au collège, au lycée et en études supérieures. Et donc pour ça, il a fallu interroger un certain nombre de jeunes, c'est-à-dire que, au collège pardon, on a dû interroger 1983 collégiens âgés entre, 11 et 14 ans. Au lycée, on a dû interroger 4037 lycéens âgés entre 15 et 17 ans. Et donc pour ça, on leur a demandé leur consentement, celui du jeune et celui du parent et donc les jeunes ont répondu à un questionnaire papier
à l'école. Et puis, on a interrogé 6767 étudiants âgés entre 18 et 25 ans en ligne. Et donc, on s'intéressait aux étudiants sans enfants qui étaient potentiellement les plus susceptibles d'être aidants, notamment d'un membre de la famille. Donc au niveau des mesures, on les a interrogés par questionnaire. Donc évidemment, on a demandé des informations sociodémographiques, la situation familiale. On les a interrogés sur l'aide qu'ils apportaient au sein du domicile, comment ils percevaient le soutien qu'ils apportent à leurs proches, et puis d'autres mesures selon les études, notamment les répercussions au niveau de la scolarité. Donc ces études, elles nous ont permis, dans un premier temps, d'avoir une prévalence du nombre de jeunes aidants. C'est que finalement, au niveau du collège, on s'est rendu compte qu'il y avait un tiers des collégiens qui étaient déjà confrontés à la maladie d'un proche, ce qui est déjà un chiffre assez interpellant. Et que finalement, bah, sur l'entièreté des collégiens interrogés, il y a 12,3% d'adolescents qui pourraient être considérés comme jeunes aidants. Donc ce qui représente à peu près 3 collégiens par classe, donc ce qui est quand même un chiffre assez massif. Au niveau des lycéens, ils étaient 42,5% à être confrontés à la maladie d'un proche et parmi eux, 14,3% à être jeunes aidants. Donc là, pareil, en termes d'effectifs, on est plutôt sur du 3 à 4 jeunes aidants par classe. Et pour les étudiants du supérieur, là, pour le coup, les chiffres augmentent avec 63,2% d'étudiants confrontés à la maladie d'un proche et quasiment 16% qui seraient jeunes aidants, donc 16 étudiants dans un amphithéâtre de 100 et plus globalement, un étudiant sur 6 qui serait confronté à cette situation d'aidance. Donc, on est quand même sur des chiffres qui sont globalement importants, interpellants. Moi, quand je donne cours à mes étudiants et qu'ils sont 300 dans un amphithéâtre, je sais que potentiellement, il y en a une bonne cinquantaine qui sont dans cette situation. Donc, c'est assez questionnant sur l'état actuel de la situation des jeunes aidants. Et donc, très rapidement, pour vous donner quelques petites informations sur leurs caractéristiques, sur qui ils sont finalement ces jeunes, leur âge, c'est que généralement, au collège, ils sont plutôt âgés de 13 ans en moyenne, au lycée, ils sont plutôt âgés de 16 ans et en études supérieures, environ 20 ans. Ils sont en majorité à avoir un frère ou une sœur et puis on constate également qu'ils sont en majorité des filles et que l'aide finalement, et le genre est, plus massif au niveau des études supérieures. C'est-à-dire qu'on voit que les femmes sont, souvent plus enclines à être, aidantes que, leurs homologues garçons. Au niveau du proche aidé, souvent, on le constate, hein, c'est plutôt la mère que le père qui, va être aidé, notamment chez les étudiants, donc c'est quand même beaucoup plus la mère que le père. Mais les jeunes sont également amenés à apporter de l'aide à une fratrie et également un grand-parent et notamment au collège, les jeunes apportent plus généralement de l'aide à un grand-père ou à une grand-mère, plutôt qu'à un autre membre de la famille. Souvent ces jeunes, bah, ils vivent avec le proche aidé. Donc on le voit, hein, chez les collégiens, c'est 67%, mais aussi parce que potentiellement les grands-parents ne vivent pas souvent au domicile. Et puis même en études supérieures, finalement, les jeunes, ils vivent et ils continuent de vivre avec le proche aidé. Et puis ce qu'on constate aussi qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont plusieurs proches malades et qui finalement se retrouvent dans des situations de pluri-aidance et encore plus chez les étudiants qui potentiellement sont amenés à rencontrer, à être confrontés à beaucoup plus de situations que par exemple des collégiens. Au niveau des problèmes de santé du proche, finalement, on se rend compte que majoritairement, c'est un problème de santé somatique, un peu moins dans le champ du handicap et finalement, ce qu'on constate ici d'intéressant, c'est que, chez les étudiants aidants, souvent les jeunes sont beaucoup plus amenés à aider, une personne, souffrante d'une maladie psychiatrique et donc là-dedans, on comprend à la fois les maladies mentales, mais aussi les addictions. Et donc sur les activités d'aide, au-delà du proche aidé et au-delà du problème de santé du proche, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des différences en termes d'aide apportée et que selon si on a 5 ans, 12 ans ou 20 ans, on n'apporte pas du tout le même type d'aide. Et donc finalement, ce qu'on constate, c'est que globalement, en termes déjà de fréquence d'aide, de façon très générale, on constate qu'il n'y a pas de différence entre les collégiens et les lycéens. Donc ils apportent tous un niveau d'aide qui est assez équivalent, même si on constate une légère différence entre les lycéens et les étudiants, c'est-à-dire que les lycéens aident légèrement plus
que les étudiants, donc peut-être parce que les étudiants habitent moins dans le même domicile que leurs proches et que les lycéens sont aussi plus amenés à être incités à participer aux activités du quotidien. Également, on se rend compte qu'au niveau des tâches domestiques, il n'y a pas particulièrement de différence. C'est que finalement, ils apportent tous un niveau d'aide au niveau des tâches domestiques qui est équivalent. Pareil pour le soutien émotionnel, même si voilà, on le constate avec les proportions ici que ça représente quand même la majorité des aides qui sont apportées par ces jeunes. Au niveau du soutien, au niveau des frères et sœurs, on se rend compte que les collégiens et les lycéens participent activement au soutien à la fratrie en comparaison avec les étudiants, mais finalement les étudiants sont peut-être moins confrontés à leur fratrie du fait de l'éloignement du domicile, en comparaison justement aux collégiens et aux lycéens. Et puis au niveau des aides personnelles et intimes, on le voit également et on a potentiellement les mêmes explications, c'est que les étudiants sont moins confrontés à ce type de situation, mais qui est probablement expliqué par leur absence ou leur éloignement du domicile. Et que finalement ici, ça reste quand même important, même si c'est inférieur comparativement aux autres types d'aides. Et puis pour finir, en termes d'aide, on le voit aussi que, ils sont tous impliqués au niveau de la gestion du domicile, mais que finalement les lycéens et les étudiants apportent significativement plus d'aide que les collégiens, potentiellement parce que du fait de l'âge, les étudiants, ils reviennent aussi les week-ends pour effectuer la gestion du domicile et qu'en fonction de l'âge, on leur propose davantage et ils sont davantage amenés à effectuer ce type d'aide. Et de la même manière, pour le soutien financier et administratif, c'est que tous peuvent apporter de l'aide sur ces aspects-là, mais c'est majoritairement les étudiants qui apportent du soutien financier et administratif, sûrement du fait de leur âge. Et donc, on voit une augmentation selon la tranche d'âge. Au niveau de comment est-ce qu'ils vont, ces jeunes, en quelques mots, c'est que finalement, on se rend compte qu'en comparaison à leurs pairs, qui ne sont pas jeunes aidants, les jeunes aidants, ils rapportent quand même une moins bonne qualité de vie et ils ont plus souvent eux-mêmes une maladie ou un handicap. Ils rapportent aussi une moins bonne santé mentale et puis une moindre satisfaction de vie. Donc c'est quand même assez interpellant en termes de résultats. Et puis sur le plan de la scolarité, on se rend compte que souvent les jeunes aidants, ils ont plus souvent redoublé. Ils ont le sentiment aussi de moins bien réussir à l'école que leurs camarades. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait des répercussions sur le plan de la scolarité. Et puis aussi, souvent les étudiants notamment, ils ont plus souvent obtenu leur baccalauréat sans mention. Tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait avoir un impact sur les opportunités et là, finalement, rien que sur la mention ou alors avec une mention passable, donc vraiment de justesse. Ils sont plus souvent en filière de santé-soins et donc on le voit aussi que avoir été aidant ou être aidant, ça va avoir une influence sur nos orientations et nos choix d'orientation et ils sont aussi plus souvent inscrits dans des formations à distance, peut-être parce que c'est plus simple de rester au sein du domicile parental et d'effectuer leurs études au sein de ce même domicile. Et puis maintenant, quand on les interroge sur leur perception du soutien, tout à l'heure je vous disais que la conscientisation de l'aide, on les avait interrogés là-dessus, on se rend compte que globalement, les jeunes, ils sont quand même conscients de l'aide qu'ils apportent, donc ça augmente avec l'âge bien évidemment, mais mine de rien, donc il y a quand même un bon tiers, 40%, notamment des collégiens et des lycéens qui n'ont pas conscience de leur situation et d'aider. Mais finalement, quand on les interroge sur ça, ils sont quand même bien au courant, des choses. Et donc, voilà, je vous ai présenté ces résultats-là de façon très rapide, mais on a beaucoup d'autres études. Et donc, rapidement, je vous fais un petit panorama des études qu'on mène ou qu'on a été amené à mener ces dernières années. Finalement, initialement, on était parti des jeunes aidants et notamment de savoir qui est-ce qu'ils sont, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont leurs besoins. Donc, en réalisant justement les études, donc Adocare, Elias et Campus Care, et puis également Sophia qui s'intéressait aux enfants qui apportaient de l'aide à un membre de la fratrie. L'étude Jadisme qui s'intéressait plutôt aux jeunes qui étaient endeuillés, donc qui avaient perdu leurs proches. Et puis l'étude Emocare qui s'intéresse plutôt au soutien émotionnel apporté par les jeunes. On s'est également intéressé aux interventions et notamment aux interventions développées par l'Association nationale JAD pour savoir finalement quelles sont les interventions existantes et quelles sont leur efficacité pour justement essayer de répondre au mieux aux besoins de ces jeunes. Et puis toujours dans cette logique de répondre aux besoins de ces jeunes, on s'est interrogé sur
les professionnels et notamment les professionnels de l'éducation. Est-ce que les professionnels arrivaient à les repérer, arrivaient à les identifier, à les aider? Quels étaient les accompagnements disponibles au sein des établissements scolaires? Et donc, on a mené l'étude Educare. Et puis, au-delà de concentrer uniquement sur les jeunes aidants, on est parti du principe que les jeunes aidants, mais ils avaient forcément un proche aidé, que ce proche aidé, il était pris en charge par des professionnels de santé et que potentiellement les professionnels de santé pouvaient identifier ces jeunes aidants. Et donc, on a mené l'étude Healthcare pour justement interroger les professionnels de santé du champ de la psychiatrie, du champ du somatique, du champ du handicap et du cancer pour justement en savoir un petit peu plus. Et puis, on a également mené l'étude EVA pour interroger les parents sur leur perception de l'aide apportée par leurs enfants, savoir si les parents avaient conscience de comment ça se passait au quotidien pour leurs enfants. Et puis aujourd'hui, on en arrive à développer des interventions pour aider les professionnels à identifier et à accompagner les jeunes aidants, avec notamment le projet Toolkit, dont on pourra avoir l'occasion d'en reparler. Donc aujourd'hui, on a toujours de la recherche en cours. On continue à mener des projets de recherche et notamment en particulier le projet EmoCare, le projet Sophia et le projet Toolkit. Donc si par hasard vous avez envie de contribuer à la recherche, que vous êtes confronté à des situations d'aidance au niveau de la fratrie, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour participer à l'étude Sophia. Si vous rencontrez des jeunes aidants et que vous avez envie de nous aider à mieux comprendre et à caractériser le soutien émotionnel qui peut être apporté par notamment des enfants plus jeunes, n'hésitez pas également à nous contacter. Et puis si vous êtes une structure et que vous avez envie de nous aider et vous avez envie de contribuer justement au développement d'interventions pour qu'on puisse vous aider à identifier et accompagner les jeunes aidants, n'hésitez pas non plus à nous contacter pour participer au projet Toolkit. Donc justement, si vous avez envie d'aller plus loin, voilà une petite photo de une petite partie de l'équipe et notre adresse email, notre site internet, nos comptes, non plus Twitter mais X et notre compte Instagram si jamais vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention et place aux questions. Merci Pauline. Ce que je vous propose, c'est, voilà, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'était plus savoir si on allait transmettre les PowerPoint. Alors, je redis en direct pour tout le monde, hein, si tout le monde n'a pas vu la réponse dans le chat, mais les PowerPoint ne sont pas diffusés. Néanmoins, en fait, tous les webinaires sont enregistrés et sur demande, on peut vous envoyer le lien si vous avez voilà, des questions, des doutes. Et comme le disait Pauline, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail ou à se rendre directement sur le site de GED si vous avez des questions sur les études en cours. Il y a une question, savoir si il y a des interventions, formations auprès des établissements scolaires. Donc je vais en parler dans la partie suivante, mais si tu veux en dire un mot, Pauline, sur la formation des professionnels scolaires, tu peux. Je sais que tu vas en parler juste après, donc peut-être que on laisse le suspense pour répondre à la question. Mais en effet, oui, on intervient et on fait enfin pas directement dans les établissements scolaires, mais on fait des formations à destination des professionnels de l'éducation. Donc, mais voilà, petit, J'en petit parlerai suspense plus dans le détail tout à l'heure. Et ensuite, est-ce que l'ensemble des études sont consultables en intégralité? Ouais, tout à fait. En gros, sur notre site internet, donc jed.recherche, vous pouvez avoir accès à une partie qui s'intitule Nos études et donc vous avez vraiment tout le descriptif de nos études. Vous avez un lien direct avec nos articles. Donc après, il y en a certains qui sont payants, mais du coup, faut pas hésiter à nous envoyer un message pour qu'on vous les envoie gratuitement. Vous avez également des articles qui sont en accès libre et là, vous pouvez aller les lire. Certains sont en anglais. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, à utiliser un traducteur et puis certains sont écrits en français. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à aller lire nos articles, notamment les résultats ou les conclusions si vous voulez pas lire une dizaine de pages, mais on essaye au maximum. Vous avez des fois des vidéos ou des petits résumés aussi d'articles. Donc tout est disponible sur notre page internet. Merci.
Je vois qu'il y a un message de Yvan Durus qui demande à propos de la somatisation. Je ne sais pas si vous avez une question plus spécifique par rapport à ça. Oui, je vous pose la question par rapport à la slide où on voyait que le handicap était une raison de l'aide apportée. Il y avait la psychiatrie et les addictions, et il y avait justement la somatisation. Et quand j'ai vu ce slide, j'ai été effaré, parce que moi, je pensais que le handicap et tout ça prenait une grande importance. Et puis là, tout d'un coup, j'étais surpris par ce que je voyais. Souvent, quand j'interviens pour parler, parce que je suis porteur d'un des dispositifs JAD en région, quand je parle des jeunes aidants, je présente les jeunes aidants, souvent je les associe à des maladies qui sont effectives. Mais enfin, l'addiction, la psychiatrie, c'est effectif. Mais l'handicap, ça parle à tout le monde. Tout d'un coup, d'aider une personne porteuse d'un handicap, ça semble, voilà, dans la maladie. Et quand je vois votre tableau, je suis vraiment surpris. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière la somatisation? Voilà, pour Alors, une explication un peu détaillée de ce slide, en tout cas pour moi. ouais, tout à fait. Il me semble par contre, enfin, je suis en train, j'ai vérifié sur mon PowerPoint, ce qui n'est pas marqué somatisation, mais somatique, D'accord. si je me trompe pas, enfin, si je suis sur la bonne Non, slide. mais le slide est passé vite, donc somatique, Ouais. d'accord. Oui, et je vois les commentaires, j'ai parlé vite et je suis passée très rapidement sur les slides, donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le temps était fixé et je voyais que j'en étais à la slide 9 alors qu'il me restait 10 minutes, mais sur 36. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que je suis passée très très vite, mais en gros, tout ce qui est somatique, c'est plutôt problème de santé physique. C'est que finalement, nous, en psychologie, on utilise plutôt le terme somatique plutôt que santé physique, mais globalement, derrière, on va plutôt avoir une maladie comme un diabète, comme un cancer, mais finalement, dans la somatisation, et les deux marchent aussi, c'est finalement des personnes qui vont plutôt témoigner, par exemple, d'un maux de ventre, mais qui sauront pas forcément l'expliquer, ou finalement qui somatisent derrière. Mais finalement, ici, on va avoir des problèmes de santé du proche, mais peu importe finalement quel type de problème de santé, que ça soit une maladie somatique, de la somatisation, une maladie psychiatrique, mentale ou une addiction ou un handicap, c'est finalement dès lors qu'il y a un besoin qui va être exprimé par un proche, par un individu, par une personne, et que cette personne a besoin d'aide, finalement, le jeune peut être amené à lui apporter son soutien. Donc ici, ça peut être des maux de tête finalement de la somatisation, ça peut être des maux de ventre, ça peut être finalement tout mot qui va poser problème et qui va nécessiter potentiellement du soutien émotionnel, des aides au quotidien. Et si je puis me permettre, par rapport aux addictions, moi j'ai essayé de rentrer en contact avec des structures qui travaillaient autour de l'addiction. Et là, j'ai senti que c'était extrêmement compliqué de parler à des gens qui sont malades d'addiction et de leur dire que peut-être leurs enfants sont touchés par cette situation. Et voilà, c'est juste un retour de terrain comme ça. C'est très, très délicat. L'addiction, moi, c'est quelque chose, enfin, ça me paraît extrêmement délicat d'en parler aux familles. Ouais, tout à fait. Et merci pour ce retour. Et je pense qu'on peut retrouver ça aussi de manière générale avec les structures de santé mentale. C'est que finalement, dans ces situations-là et dans ces services-là, ça reste tabou, la prise en charge et la considération de l'entourage. Enfin, voilà, c'est difficilement. On prend un petit peu plus de pincettes, mais en effet, ça peut entraîner des réactions réfractaires et même ne serait-ce que d'en parler à la famille où on ne sait pas forcément comment aborder les choses. Il y a une grosse peur aussi des représentations, du placement, de tous les jugements qu'on peut avoir par rapport à la situation et par rapport à l'aide qui peut être apportée par un jeune, où le réflexe, ça va être de se dire qu'on contacte les services sociaux. Et donc, il y a aussi toute cette peur qui va être associée à ça. Et malheureusement, notamment des professionnels de santé ou des structures qui vont pas forcément trop vouloir en parler. Absolument. Mais merci pour ce retour. Je pense que tu as répondu à pas mal de questions. Il y en a une dernière qui revient assez régulièrement sur la jeune aidance sociale. Mhm. Ouais, Voilà. absolument. Je vais répondre à cette question rapidement et puis après, si tu veux, on partira sur
sur ta présentation et à la limite, je Parfait. répondrai par message aux autres questions qui émergent. Mais en effet, ici, dans nos définitions et dans nos champs d'action, on va plutôt se concentrer sur les jeunes qui vont apporter de l'aide à une personne ayant un problème de santé. Et donc, on ne va pas forcément considérer l'aide sociale, parce qu'on le sait qu'il va y avoir une augmentation des responsabilités dans des familles qui vont être plus précaires, qui ont un statut socio-économique qui va être moins élevé. Et donc, les jeunes peuvent être amenés à travailler quand il y a des difficultés financières. Nous, on ne va pas les considérer comme jeunes aidants, mais c'est vrai, notamment en sociologie, on va vraiment faire la distinction entre jeunes aidants, de par notre définition du fait de la maladie ou d'un handicap, et l'aidance sociale, où finalement les répercussions peuvent différer. Et quand on regarde dans la littérature, il y a très peu de choses sur cette aidance sociale. Ça mériterait éventuellement d'investiguer davantage cette population-là. Mais en tout cas, voilà, moi je mettrais un point de vigilance de pas tout confondre finalement et de vraiment distinguer ces 2 populations de façon très, respective, parce que souvent et notamment, Camille pourra en parler, mais dans les ateliers, artistiques répit de l'association nationale JAD, souvent les jeunes se retrouvent non pas parce qu'ils aident, mais aussi parce qu'ils sont confrontés à un problème de santé, et l'aide va être différente finalement que, des jeunes qui sont dans des situations de précarité où il y a un besoin pour le coup où l'aide va être apportée à cause de la situation, notamment financière, du parent. Donc ça existe et ça, pour le coup, on est assez consciente de ça, mais cette population est pas du tout considérée dans les chiffres que je vous ai présentés et on manque cruellement d'études sur cette population-ci. Mais peut-être qu'un jour on y viendra. Absolument et j'en suis certaine. Chaque chose en son temps. C'est vrai que il y a tellement de choses à faire, de publics à accompagner, d'études, à mener pour avoir, des informations, comme, celle qu'a pu vous développer, Pauline sur sa présentation, qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais, moi je suis certaine, voilà, qu'un jour, la question de la jeune aidance sociale, plus précisément en tant que population, et public spécifique au même titre que ce qu'on appelle donc les jeunes aidants, voilà, ça viendra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, nous sommes concentrés donc sur la population, des jeunes aidants, donc qui aident un proche qui est malade, en situation de handicap ou de perte d'autonomie, sachant que comme, l'explique Pauline, hein, dans les populations, qu'on peut accueillir, dans le cadre de nos dispositifs, il peut y avoir évidemment des situations, sociales assez précaires, en plus, de la maladie, ou du handicap. Ce que je vous propose, c'est donc de commencer, sur la présentation de l'association, nationale JAD. Hop, je lance mon PowerPoint. Est-ce que c'est bon? OK, merci. Donc moi, je suis Camille Vassor et donc je suis la responsable du développement et de la coordination en région. Donc en fait, ma mission, principale à l'association, nationale JAD, c'est de vraiment accompagner et former toutes les structures qui, en France, souhaitent porter, un dispositif artistique Répit JAD. Donc, comme, par exemple, monsieur Durus qui en porte en Seine-Maritime depuis, 2018 ou 2019, maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, les missions de l'association, c'est-à-dire, donc à partir de quel moment elle a été créée et comment ces missions ont évolué au cours des années. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est Françoise Élien qui est, psychologue clinicienne et directrice d'un réseau, de santé qui est devenu aujourd'hui un dispositif d'appui à la coordination qui se déplace sur tous les lieux de vie des personnes qui ont des parcours de santé complexes. Donc vraiment dans les domiciles, les IME, les EHPAD. Et c'est dans le cadre en fait de cette pratique, de cette clinique, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des jeunes aidants, mais qu'il n'y avait pas de dispositif propre à les soutenir. Donc elle a décidé de créer dès 2014 un dispositif pour leur apporter un temps de répit et un lieu, d'expression, mais également un lieu où ils vont pouvoir faire communauté avec d'autres jeunes qui vivent des situations, similaires. Donc ça, c'était en 2014.
Et à la suite de quelques années d'ateliers cinéma Répit Jade, a été créée l'association nationale donc Jeunes Aidants Ensemble Jade en 2016, avec pour mission première de soutenir ce public grâce à des dispositifs de répit, mais aussi de pouvoir déployer le dispositif artistique répit sur l'ensemble du territoire grâce à différentes structures qui sont aujourd'hui des structures partenaires de l'association nationale. Donc, nos missions, elles sont vraiment articulées autour de 3 axes. Donc, le soutien aux jeunes aidants avec les séjours et les ateliers artistiques répit. On a aussi mis en place depuis 2021, j'y reviendrai ensuite, un séjour interrégional, qui est un séjour de vacances pour les jeunes aidants qui est proposé une fois par an. Et ensuite, vraiment accompagner et former, donc comme je le disais tout à l'heure, donc ça, c'est vraiment l'essence même de ma mission, toutes les structures qui s'intéressent à la question des jeunes aidants sur leur territoire et qui souhaitent porter un dispositif. Donc ça, c'est dans le cadre de l'essaimage, des dispositifs artistiques répit. Pour mener à bien toutes ces missions, donc comme l'expliquait précédemment, Pauline, et il y a eu pas mal de questions à ce sujet, on sensibilise et on apporte notre expertise à tout l'écosystème autour des jeunes aidants. Donc on parle d'écosystème parce que c'est un sujet qui est quand même très transversal et qui amène grand nombre de professionnels, grand nombre de domaines à être confrontés, alors plus ou moins directement, mais à des situations de jeunes aidants. Donc, l'éducation nationale, les professionnels, par exemple, de santé qui vont suivre le proche, les libéraux, les structures sociales, médico-sociales, les universités, mais aussi bah, voilà, le grand public et les jeunes eux-mêmes. Donc, à cet effet, on met en place et on a mis en place au fur et à mesure des années, on a développé différentes actions de sensibilisation, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et pour chaque mission, donc comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, il y a plusieurs objectifs et notamment donc, pour le soutien aux jeunes aidants, c'est de vraiment prévenir tous les risques psycho-médico-sociaux qu'ils vont encourir. Quand on parle d'égalité des chances, c'est car on a pu constater, grâce aux évaluations de nos actions par l'université Paris-Cité, que quasi les 2 tiers des jeunes accueillis étaient des filles. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pour nous de pouvoir faire ressortir ce type de données et d'avoir une attention particulière pour ces jeunes filles aidantes. Et aussi en termes de valorisation des compétences, c'est-à-dire que quand on est jeune aidant, on développe aussi des compétences et ça c'est extrêmement important qu'ils puissent aussi l'avoir à l'esprit lorsqu'on les accompagne dans le cadre de ces dispositifs. Ensuite, pour l'accompagnement et la formation des structures dans le cadre de l'essaimage, l'objectif, c'est d'avoir maintenant un dispositif par département, car au vu des chiffres assez édifiants qui résultent des études, on sait que des jeunes aidants, il y en a partout sur chaque département. Donc, c'est vraiment important pour nous qu'ils puissent avoir accès à du répit et qu'ils puissent être accompagnés par une équipe pluriprofessionnelle sur chaque territoire. Et enfin, donc pour les sensibilisations, c'est l'objectif que chacun des professionnels ait connaissance de ce public, qu'ils puissent les reconnaître, les repérer du coup précocement et les orienter vers les professionnels et les structures adaptées à leurs besoins. Donc dans le soutien aux jeunes aidants, comme je disais, il y a plusieurs dispositifs et depuis 2023, on a mis en place Link Aidant. Donc ça, c'est pour les jeunes adultes aidants parce qu'on avait jusque-là très peu, on n'avait pas de dispositif pour ces jeunes adultes. Et donc, c'est un collectif de jeunes adultes aidantes, voilà, c'est que des filles, qui sont réunies pour créer cette plateforme qui est adossée à notre site internet et qui leur permet de bénéficier de ressources fiables, que ce soit sur les aides, les droits existants, sur telle ou telle pathologie, tel ou tel handicap, mais surtout la possibilité aussi de pouvoir échanger entre eux et témoigner. Donc, si vous connaissez des jeunes adultes aidants, il ne faut pas hésiter à leur parler de cette plateforme parce que c'est un collectif voilà, qui est ouvert à tous. Ensuite, au niveau de l'association nationale Jade, en fait, dès sa création,
Donc, en fait, dès 2014, on a eu, donc, en amont même de la création de l'asso, dès les ateliers, en fait, on a mis en place une ligne nationale d'écoute, d'accompagnement et surtout d'orientation pour les jeunes aidants. Donc voilà, s'il y a des familles, des professionnels ou des jeunes eux-mêmes qui ont besoin, qui ont des questions sur différents dispositifs ou qui rencontrent des difficultés, la ligne, elle est vraiment ouverte à tous et on essaie de répondre au mieux à vos questions et surtout de pouvoir orienter la situation en fonction de ses spécificités. Depuis 2022, je crois que c'était 2022 ou 2023, je ne sais plus, on a fait une refonte de notre site internet et notre objectif, c'était vraiment que ce soit un site à plusieurs entrées et notamment pour les jeunes et les professionnels, les accompagnants. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un quiz au regard des difficultés d'identification qu'ont les jeunes, mais aussi les professionnels. Donc, si vous allez sur notre site, vous avez un petit quiz sur 10 questions et qui est à la fois très utile pour les jeunes, mais aussi pour les professionnels qui peuvent les accompagner. Donc, pareil, n'hésitez pas, s'il y a un quelconque besoin, à l'utiliser. Tout à l'heure, j'ai évoqué le séjour interrégional. Donc, c'est le séjour de vacances qui a lieu pendant les vacances d'été, les vacances scolaires d'été. Et il a été mis en place ce dispositif à la suite du Covid. Il y a eu une vraie demande en fait des familles qu'on accompagnait au sein de l'association, mais qui étaient aussi accompagnées par nos partenaires en région. Et là, on a souhaité vraiment leur apporter une semaine de vacances pour des jeunes qui, sans ça, en fait, n'auraient pas forcément la possibilité de partir et donc qui sont souvent épuisés, qui ont des situations pas toujours simples à gérer au quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif et ça en partenariat avec toutes les structures qui en France souhaitent, enfin, portent un dispositif labellisé JAD. Et en fait, ce qui est génial sur ce dispositif, c'est que c'est 25 jeunes aidants des 4 coins de la France qui se retrouvent pour une semaine de vacances chaque année. Donc jusque-là, c'était dans le Finistère, donc au bord de la mer, hein. Il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils partaient au bord de la mer. Et donc c'est un dispositif qui est renouvelé chaque année depuis 2021. Et pour nous, enfin, c'est très important de pouvoir continuer à le porter et à le financer et surtout à, à fédérer en fait toute l'équipe toute l'équipe et tous les porteurs de dispositifs JAD autour d'un projet commun et c'est vraiment un projet fédérateur. Donc par exemple, je sais que Monsieur Durus qui a pris la parole tout à l'heure, il participe, enfin pas lui-même, mais en tout cas les jeunes qui l'accompagnent en Seine-Maritime, ils participent depuis maintenant 3 ans. Et donc pour nous, c'est important d'avoir ce type de projet commun avec tous nos partenaires en région. Ce qui change en fait entre le séjour interrégional et le dispositif pilote de l'association, que sont les dispositifs artistiques Répijade, c'est que ces derniers, il y a évidemment toute la dimension de répit, la dimension de communauté, mais là, il y a aussi une dimension d'expression artistique. C'est-à-dire qu'on va demander aux jeunes de s'exprimer sur leur situation, de déposer ce qu'ils ont à déposer, évidemment accompagnés par une équipe pluriprofessionnelle dans le cadre de ces ateliers. Aujourd'hui, ces ateliers, je vous expliquerai ensuite la façon dont ils sont construits. Ces ateliers, il y en a 22 en France, donc 2 portés par l'association nationale JAD, donc en Essonne et dans le Rhône, et 20 portés par différentes structures, que ce soit des plateformes de répit, des associations de famille, je pense par exemple à l'UDAF, des associations d'aidants, des maisons des aidants, des maisons des adolescents. Enfin voilà, c'est vraiment très riche pour nous en tant qu'association ressources et puis tête de réseau au niveau national, vu qu'on est la seule association à porter cette question avec une envergure nationale. C'est très important pour nous d'avoir des structures au profil varié et qui sont investies sur le sujet, qui ont une connaissance du réseau de professionnels constituant leur territoire. Voilà, c'est super important pour nous de travailler en lien avec toutes ces structures. Donc j'en viens, ça me permet de faire le lien avec donc notre deuxième mission,
donc l'accompagnement et la formation des porteurs de projets. Et donc ça, je voulais avoir euh, une espèce de chronologie pour que vous puissiez bien comprendre comment et pourquoi on a eu cette stratégie d'essaimage, pourquoi on a décidé de déployer ce dispositif sur l'ensemble du territoire national. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, 2014, il y a eu la création des premiers séjours cinéma répit. Alors, je dis séjour, c'est marqué atelier, mais séjour parce que c'est en résidence, tout simplement. La création de l'association nationale JADE et ensuite, donc, il y a eu la phase expérimentale de 2018 à 2021 qui a donné lieu donc à une évaluation par nos partenaires de l'Université Paris-Cité. Donc ça, j'ai peut-être pas assez précisé, mais dès la création de l'association nationale JADE, on s'est rapproché donc de ce laboratoire parce que lorsqu'on accompagne un public mineur, d'autant plus lorsqu'il peut être vulnérable, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il est nécessaire, pour ne pas dire essentiel et indispensable, d'évaluer les actions, d'évaluer les dispositifs, parce que d'une part, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur qui ils sont, et d'autre part, nous, ça nous permet d'avoir leur retour, le retour des jeunes, le retour de leur famille, et de pouvoir adapter en fait les dispositifs en fonction de leurs besoins et de tous les retours qu'ils vont nous faire sur nos dispositifs. Donc, il y a eu cette phase expérimentale soutenue par la CNSA, donc de 2018 à 2021, une évaluation qui nous a permis d'en tirer des enseignements pour pouvoir ajuster et adapter notre stratégie. Et ensuite, cette phase 2, donc de 2021 à aujourd'hui, on a décidé, pour répondre aux besoins et aux difficultés rencontrées par certains de nos partenaires en région, on a créé donc des comités, donc un comité dédié aux porteurs de projets qui se réunit 3 fois par an et qui permet un échange de pratiques, un échange d'expériences, de pointer par exemple les difficultés de repérage sur tel territoire, des difficultés de financement sur tel ou tel territoire. Alors, je fais part de ces 2 difficultés parce que ce sont les principales, hein, c'est celles qui ressortent le plus. Et un comité, donc il y a 2 comités, le comité dédié aux porteurs et un comité pour les psychologues intervenantes sur ces dispositifs. Et en fait, tout ce qui se dit, tout ce qui est échangé dans le cadre de ces comités, ça vient alimenter, nous, au niveau national, notre réflexion sur l'accompagnement des jeunes aidants en France. Et là, depuis 2024, mais je n'ai pas eu encore le temps de changer le PowerPoint, depuis 2024, on en est à la phase 3. Et là, notre objectif, c'est d'aller plus loin dans l'accompagnement de ces jeunes pour qu'ils puissent bénéficier d'un suivi plus global, plus long, plus sur le long terme, d'un accompagnement personnalisé. Donc, ça fait écho à Toolkit, au projet Toolkit, qui est développé par le projet de recherche GED. Et donc, vous pouvez voir en fait qu'on essaie toujours, avec nos partenaires d'université, euh, de faire écho entre ce qui est développé au niveau des études et de ce qui se développe sur le terrain pour les jeunes aidants, parce que c'est ça qui a du sens, hein. Ces études, voilà, elles servent aussi à développer des projets de terrain et des nouveaux dispositifs d'accompagnement pour ces jeunes aidants. Et sur la phase actuelle aussi de l'essaimage, notre objectif, c'est de pouvoir pérenniser les dispositifs labellisés JADE et de trouver des financements pérennes et notamment des financements publics, hein. Donc, c'est pour ça on a initié depuis maintenant un certain temps un travail avec les agences régionales de santé, hein. Après, force est de constater que c'est assez inégal sur le territoire. On travaille aussi là depuis quelques années avec l'Agence nationale pour les chèques vacances. Mais voilà, là, c'est les objectifs actuels de notre association. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on accompagne des structures, on met à disposition donc
un guide d'accompagnement qui nous permet d'accompagner chaque porteur étape par étape. Et ce guide d'accompagnement, il va recenser tous les critères du label JAD. Donc évidemment, tous les ateliers JAD sont construits de la même façon. Ils sont gratuits. Il y a une équipe pluriprofessionnelle. Donc vous l'avez compris, avec un ou une psychologue, une équipe artistique, une équipe d'animation. Il y a un média. Alors le média est libre, hein. Aujourd'hui, on a de la radio, du théâtre, du cinéma, de la danse. Peu importe, du moment que ça permet aux jeunes de s'exprimer et de produire en fait quelque chose dans le cadre de ces dispositifs qui seront donc restitués à la fin des séjours devant les familles. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet aux jeunes de dire les choses à leur famille dans un autre contexte que familial. Il y a toujours donc évidemment l'approche systémique, comme j'expliquais aussi précédemment avec tout le kit qui évalue la situation aussi globale du jeune. Et ça nous permet d'avoir donc cette approche systémique de la situation avec parfois peut-être des problématiques sociales, des problématiques psychologiques, des problématiques au niveau de la scolarité. Donc c'est extrêmement important pour nous de pouvoir aussi donc continuer à évaluer les dispositifs labellisés JAD. Et donc ce sont des évaluations qui sont créées et portées par l'université Paris-Cité pour continuer à évaluer donc tous les dispositifs labellisés JAD en France. Et enfin, après, je vous laisserai. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais je vais terminer ma présentation. Et donc, cette partie, ça me permettra de répondre aux sensibilisations à destination des professionnels scolaires. Donc, au niveau de l'Association nationale JAD, la troisième mission est donc la dernière, mais c'est une mission qui nous prend beaucoup de temps. C'est de sensibiliser et d'apporter notre expertise à tout l'écosystème des jeunes aidants. Donc, ce graphique, ça permet d'avoir en tête que, comme je disais en introduction, le sujet, il est transversal. Ça concerne aussi bien les services dédiés à la jeunesse que les collectivités territoriales, que la protection de l'enfance, les services d'aide à la personne, les dispositifs d'appui à la coordination, la protection sociale. Enfin voilà, c'est quand même un sujet très vaste. Et nous, donc, on essaie de sensibiliser par différents biais que je vous exposerai ensuite tous ces professionnels parce que voilà, il nous semble que à l'aune des prochaines années, il nous faut vraiment une vision collective de ce qu'on souhaite pour ces jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir et qu'il faut en prendre soin. Donc, il faut que ces jeunes puissent être repérés. Et pour ce faire, tous les professionnels doivent être sensibilisés à ce sujet. Et donc pour sensibiliser toutes ces personnes, on organise, comme le disait Pauline tout à l'heure, des colloques. Donc là, le dernier colloque a eu lieu le 10 octobre dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le premier a eu lieu en 2019, le deuxième en 2022, qui avait pour sujet les jeunes aidants et l'école. Le dernier, c'était vraiment sur la notion d'aide. Et tous ces colloques, vous pouvez les retrouver en replay, en fait, sur notre chaîne YouTube. Et je pense que ça peut être intéressant si vous voulez aller plus loin dans vos connaissances sur ce public. On organise très régulièrement aussi des webinaires comme celui-ci, avec un format qui risque d'évoluer aussi sur les prochains mois, peut-être avec des webinaires thématiques. Et ensuite, on intervient. Alors, je ne sais pas combien d'interventions on fait par an, mais à des groupes de travail, des comités de pilotage, des conférences, des forums, des congrès, des ciné-débats. Ça, c'est très, très régulier. Donc ça, c'est pour des interventions de premier niveau, on va dire ça comme ça, au niveau des interventions à destination des politiques ou des différents professionnels. Et après, on a développé, donc avec l'université Paris-Cité, hein, comme d'habitude, on travaille toujours main dans la main, on a développé des modules de formation, des modules de sensibilisation. Alors, l'un à destination des professionnels de l'éducation nationale. Donc ça, c'est un module qui a été développé suite à la première stratégie, donc Agir pour les aidants de 2020-2022.
qui s'appelait donc Épauler les jeunes aidants. Et dont la mesure phare, c'était la sensibilisation des professionnels de l'éducation nationale. Donc, on a créé, co-construit ces modules, hein, et qui sont donc animés par les psychologues chercheuses du projet de recherche GED. Et ce sont des modules à destination des psychologues scolaires, des assistantes sociales scolaires, des infirmières scolaires, des médecins scolaires quand il y en a, des CPE. Et donc, ça, ce sont des modules qui sont encore développés aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous, voilà, vous faites partie de l'éducation nationale ou que vous souhaitez mettre en place ce type de sensibilisation sur votre territoire. Et donc, ces modules, après, il va falloir que je m'arrête de parler, ils ont fait l'objet d'une expérimentation sur l'année 2021-2022. Ils ont donné lieu donc à une étude qui s'appelle Educare, que vous pouvez retrouver donc sur le site de GED. Et on s'est rendu compte, enfin voilà, la conclusion, ça a été qu'il était nécessaire vraiment de poursuivre ces sensibilisations, car même si la plupart des professionnels scolaires ne connaissaient pas le terme jeune aidant de prime abord, lorsqu'on leur donnait la définition, on se rendait bien compte qu'ils en côtoyaient assez régulièrement, que ce soit dans les collèges ou les lycées. Et ça a donné lieu donc au guide de sensibilisation à destination des professionnels scolaires dont vous parlait tout à l'heure, Pauline. Donc, il y a ce type de module et ensuite, il y a des modules un peu plus généraux à destination de tous les autres professionnels. Donc, par exemple, on a amené là, pas mal de sensibilisation à destination des agents sociaux et médico-sociaux des conseils départementaux. Voilà, donc, on essaie d'avoir une sensibilisation assez globale tout en ayant des dispositifs spécifiques pour certaines professions. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, il y a l'air d'en avoir pas mal quand même. Voilà, Camille, tu as une petite question. Quelqu'un qui demandait comment s'organisait le transport des jeunes qui viennent justement aux quatre coins de la France par rapport à ce séjour d'été. D'accord. Alors, que ce soit pour les ateliers ou pour les séjours, on prend en charge le transport. De toute façon, on a toujours une ligne budgétaire sur nos budgets prévisionnels pour la prise en charge du transport. Après, pour le séjour en particulier, c'est le train, en principe. Ou après, parfois, c'est les coordinateurs qui vont louer euh, un, un minibus ou voilà, qui vont. En tout cas, tout est prévu financièrement pour qu'ils puissent atteindre le lieu du séjour. Merci Camille. Oui, du coup, je complète parce que j'ai souvent cette question en plus. Et pareil, si pour le jeune, c'est compliqué de quitter le domicile parce que son aide est trop importante, on a toujours aussi une ligne budgétaire pour du relayage à domicile, hein, que ce soit une auxiliaire de vie ou autre. Après, en pratique, on observe qu'il y a souvent la solidarité familiale qui se met en place pour que le jeune puisse bénéficier d'une semaine de répit. Top. Merci Camille. On avait juste une question, c'est des questions qui sont très, très spécifiques, du coup forcément, c'est souvent le cas. Mais on a les Funambules Fallerais qui du coup sont basés à Paris, qu'on connaît, qui posaient la question de savoir si éventuellement des dispositifs pouvaient être labellisés JAD, quand bien même ils n'accueillaient qu'un type de population. Donc là, tu vois, typiquement, les Funambules Fallerais ne prennent en charge que des personnes, enfin, éventuellement des jeunes aidants qui accompagnent un proche atteint d'une maladie psychique. Est-ce que ça pourrait rentrer dans une labellisation JAD? Alors, de prime abord, je dirais, il faut qu'on en discute. N'hésitez pas, voilà, à me contacter, parce qu'en fait, ce qu'on a souhaité mettre en place à JAD, c'est justement la mixité des profils des jeunes. Que ce ne soit pas conditionné par qui ils aident, que ce ne soit pas conditionné par telle ou telle pathologie, tel ou tel handicap, pour que ce soit ouvert à tous les jeunes aidants. Après, force est de constater qu'en pratique, en fonction des partenaires qui vont porter les dispositifs, ils vont accueillir, par exemple, alors ça me fait penser au CESAD du Doubs, hein, qui est labellisé JAD, et où c'est vrai que sur leur dispositif, ils accompagnent quasi exclusivement des frères ou sœurs d'un enfant qui a un trouble autistique ou qui est en situation de handicap.
Donc, faut qu'on en discute. N'hésitez pas à me contacter, je vais remettre mon mail hein, dans le chat. Merci Camille. Il y a deux autres petites questions, elles arrivent au fur et à mesure, du coup, je te les pose. Euh, Quelqu'un qui demandait, bah, est-ce que finalement les jeunes, ils arrivent à se saisir des disponibilités, enfin je vais y arriver, des dispositifs, pardon. Est-ce que ça entraîne pas de la culpabilité, tu vois, de laisser son proche aidant? De quelle manière les jeunes aidants des dispositifs artistiques répit, ils se saisissent un petit peu de ce que Jade ou les autres structures labellisées Jade proposent? Alors, ça va dépendre c'est vraiment du cas par cas, hein. C'est-à-dire que quand on est contacté pour une inscription à un dispositif, c'est soit le professionnel qui suit la famille et qui a déjà, lui, fait son évaluation de la situation du jeune, soit on est contacté directement donc, par les familles avec qui on mène de toute façon de manière systématique un entretien. Et ensuite, c'est le jeune qui décide s'il participe aux ateliers. Alors dire qu'il n'y a pas culpabilité, ce serait faux. Il y en a toujours forcément un petit peu. Euh, Après, j'imagine que quand ils sont prêts à quitter le domicile pour une semaine, comme ils disent souvent de colo, euh, c'est euh, c'est qu'ils ont à l'esprit que voilà, ça va leur faire du bien. Et généralement, c'est ça, de rencontrer d'autres jeunes avec qui ils peuvent en parler sans être stigmatisés, sans être jugés. Pour eux, c'est vraiment un moment de respiration et ça leur permet aussi de revenir ensuite au domicile bah, plus reposés et un peu plus légers. Donc, la culpabilité, de toute façon, en tant qu'aidant, elle est assez prégnante et quasi toujours présente, mais on s'en accommode parfois pour se faire du bien. En tout cas, les jeunes, beaucoup de jeunes le ressentent comme ça. Et puis je me permettrai d'ajouter, après ça fait un petit moment que je suis pas venue sur les dispositifs, mais dans mes souvenirs, quand j'y allais, il y avait aussi des temps d'échange avec le jeune, que ça soit avec un professionnel, enfin un psychologue ou même avec des adultes, mais d'aborder aussi ces préoccupations-là finalement. Et donc les jeunes peuvent en discuter entre eux et en discuter avec des adultes de tout ce que ça leur fait finalement. Et donc, si à un moment donné, il y a une vague de culpabilité, ils peuvent avoir la possibilité d'en discuter pour aussi être rassurés sur tout ça. C'est ça, c'est qu'après, bon, ils échangent déjà entre eux et après, bah, toute l'équipe, hein, que ce soit l'animation, l'artiste, les artistes ou et en plus donc la psychologue, ils sont vraiment présents pour chacun des jeunes dans le cadre de ces dispositifs. Et oui, ils parlent souvent de la culpabilité quand il y a oh, mince, l'expression artistique, en fait, quand il y a les ateliers artistiques. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes s'ils veulent, ils peuvent appeler leurs proches. Ils ne sont pas non plus totalement coupés. J'ai vu Yvan qui levait la main. Peut-être que tu veux nous faire un retour d'expérience. Non, Madame Vasseur, vous venez de dire qu'ils ne sont pas coupés de leur famille pendant la semaine, évidemment, ils ne sont pas dans une bulle. Ils sont toujours, s'ils le souhaitent, en lien avec la famille. Et puis, il y a un groupe WhatsApp, comme dans les colonies, où on envoie des photos et les parents peuvent réagir. Voilà. Merci, Monsieur Duruz. Euh, Pardon. Non, j'allais te poser deux autres petites questions. On a une question très spécifique, mais c'est plus une personne qui demande du coup qu'est-ce qui existe dans la région des Hauts-de-France et qu'est-ce qui existe dans le 72. Donc là, ça fait tes compétences en termes de Ouais, géographie. c'est ça. 72, la Sarthe. J'ai pas, dans Sarthe, je n'ai pas. Je n'ai pas de dispositif déployé sur le département de la Sarthe, mais si vous avez identifié une structure ou que vous en faites partie, comme d'habitude, je me tiens à votre disposition pour qu'on puisse discuter de la possibilité de mettre en place un séjour artistique répit pour les jeunes aidants. Et dans les Hauts-de-France, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, mais plus Dans proche de les, Lille, finalement, parce que en tout cas, à moins de 2 heures éventuellement de Lille, si là, comme ça, instinctivement, tu as une idée. Mais en fait, dans la Sarthe, on a quand même, dans la Sarthe, n'importe quoi, dans les Hauts-de-France, c'est quand même un territoire, et je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y ait la Fédération des plateformes de répit. C'est un territoire qui est quand même pas mal couvert
par les dispositifs JAD. On a l'Oise, par exemple, le Pas-de-Calais. Enfin voilà, il y a plusieurs structures, mais je vous invite à aller voir sur notre site internet. Il y a la carte de France avec toutes les structures qui portent des dispositifs JAD par département et donc pas par votre fait, par région. Mais voilà, dans les Hauts-de-France, c'est assez bien déployé. Il y a la Somme aussi. Il y a l'Oise, la Somme, enfin voilà, il y a plusieurs départements qui bénéficient de ce type de dispositif. Ouais. Mais du coup, sur l'île même et du coup dans le nord, Lille, j'ai eu quelques contacts, mais pour l'instant, ils n'ont pas abouti. c'est ça, ouais. Donc peut-être dans quelques mois ou années en espérant. J'espère. Et ensuite, il y avait 2 questions, mais qui se recoupent finalement au sujet du guide de sensibilisation pour les professionnels de l'éducation. Une première question qui disait: «Mais est-ce qu'il serait pas possible de le diffuser à tous les établissements scolaires?» Ça évidemment qu'on adorerait. Ah Heu oui. et puis également savoir si est-ce que ça a été diffusé à des partenaires, notamment la MGEN, qui, intervient des fois, directement auprès des professionnels de l'éducation nationale. Mais je pense une question très générale de comment va être diffusé ce guide, à qui? Est-ce que c'est, Jade qui le diffuse? De quelle manière? Quelle est la stratégie de diffusion de ce guide qu'on a créé Ah bah, c'est le diffuser à grande échelle, effectivement, avec la MGEN, on va leur transmettre et puis après, on diffuse aussi beaucoup à nos partenaires qui portent des dispositifs JAD sur tous les territoires existants, donc sur tous les départements, hein, comme bah, la Seine-Maritime, le Puy-de-Dôme, le Rhône. Voilà, on essaie de faire de cette façon-là. Après, je sais que c'est un projet qui a été financé par AG2R La Mondiale. Donc là, ils ont aussi euh, diffusé assez largement ce guide, par exemple à Unicité. Enfin, voilà, on diffuse à large échelle. Après, c'est sûr que dans l'idéal, ça serait bien d'avoir et le guide et des modules de sensibilisation en parallèle, mais ça va venir. Mais en tout cas, oui, c'est assez largement diffusé. Et puis là, vous pouvez le retrouver aussi en version numérique. Donc, si vous voulez le diffuser sur vos réseaux sociaux ou à vos contacts respectifs, n'hésitez pas. De la même manière, je me permets d'ajouter, nous, quand on mène des études dans les établissements scolaires, d'un point de vue recherche, on a maintenant ce réflexe, vu qu'on l'a imprimé en bonne et due forme, de l'envoyer aux établissements. Déjà parce que ça leur permet aussi d'être sensibilisés à la question et donc de nous répondre souvent favorablement pour nos études. Mais ça permet aussi de contribuer à la sensibilisation, ne serait-ce déjà que du chef, hein, ou de la chef d'établissement et après de le diffuser au plus grand nombre, quand on fait de la recherche dans les établissements scolaires. Et donc quelqu'un qui demande si on peut avoir le lien vers le guide et donc on va faire ça tout de suite. Je vois pas d'autres questions dans le chat, mais Non, mais si je pense que c'était assez complet. Et de toute façon, voilà, on vous transmettra sur demande le lien vers le replay. Des copilotages de projets sont possibles avec vous, mais il faut m'appeler pour qu'on en discute. Hop, hop. Ouais, n'hésitez pas à nous contacter, voilà, si vous avez des questions un peu plus précises, hein, que ce soit moi ou Pauline Justin du projet de recherche GED. Et je vous remercie toutes et tous pour votre présence et on reste donc à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je pense qu'on peut clore ce webinaire. Merci beaucoup. et merci pour vos questions.